Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Ce soir, nous parlons de deux sujets majeurs, bien sûr, de la République centrafricaine. Le Bitcoin qui a été adopté comme monnaie officielle en République centrafricaine selon les autorités. Il s'agit d'un pas décisif, bien sûr, dans la consolidation de la paix, mais également la performance économique pour de nombreux observateurs, mais également des économistes. Il s'agit là d'une monnaie numérique volatile. Pas de traces, pas d'identité, et raison pour laquelle il parle là d'un risque fort pour la République centrafricaine. Quel défi majeur pour la RCA? Crypto-monnaie en RCA, est-ce une alternative au franc CFA? Un autre sujet, mesdames, messieurs, qui fait l'objet de plusieurs interrogations. Il s'agit bien sûr du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry qui demandent une prorogation de délai à la CEDEAO. La CEDEAO martèle le fait que ces deux pays doivent respecter les injonctions à eux adressées, mais le Burkina Faso, mais également la Guinée-Conakry évoquent des éléments, des aspects sur le plan fonctionnel, mais également organisationnel dans le processus de transition qui sont battus en brèche par la CEDEAO. Pourquoi tant de pression de la part de la CEDEAO? Les deux pays ont juste demandé une prorogation de date. Que se passe-t-il véritablement? Pour en parler, André-Christelle Fanga, bonsoir. Bonsoir Céleste Capel, bonsoir aux techniciens, bonsoir à l'illustre panéliste que vous allez présenter tout à l'heure, que j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un ami, c'est un frère. Nous partageons beaucoup de valeurs et ça me fait plaisir de partager le plateau avec lui. C'est un brillant Africain. Ça, nous aimerons avoir ce genre d'Africain-là tous les jours sur les plateaux. Donc, un grand bonsoir à lui et bonsoir aux autres qui sont avec nous. Bonsoir à toute la galaxie panafricaine qui est partout dans le monde. Je voudrais saluer particulièrement les autorités portuaires de notre pays, le Cameroun, qui ont organisé des awards assez importants qui, aujourd'hui présent, qui est à sa deuxième édition. Je voudrais saluer le directeur général Cyrus Ngor qui fait un travail remarquable par rapport à la réforme portuaire qui est en droite ligne avec les instructions du président de la République, son excellence Paul Biya, de faire du port autonome de Douala un hub, vraiment une référence dans le golfe de Guinée. Donc je voudrais saluer ces autorités portuaires-là. Vraiment c'était magnifique. Ils ont organisé des awards et ça, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'étrangers ont été primés par rapport à ces awards-là, par rapport à leur travail dans le port autonome de Douala. Donc, merci de m'avoir invité pour cette émission. Nous pensons apporter notre contribution pour justement que les Africains puissent être mieux édifiés sur les sujets importants que vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour que nous en débattions. Bonsoir à toi. Et c'est un plaisir, André-Christelle Fanga, de vous recevoir une fois de plus dans le cadre de ce programme Négrite panafricain des Premières Dames. Merci d'avoir répondu présent. Mais on doit saluer aussi les Premières Dames. Et bien sûr, cette illustre personnalité, cet illustre expert que vous avez, je reprends juste vos termes, il s'agit bien sûr de Monsieur Yantimba. Bonsoir. Bonsoir Madame Capon. Vous illuminez notre plateau. Merci de m'avoir invité encore une fois. Au plaisir. Et en multiplex, nous aurons le professeur Nicolas Arbou, qui est professeur en sciences économiques, écrivain, chercheur, auteur du livre Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. On n'oublie pas un autre panéliste et pas des moindres qui sera sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Monsieur Paul-Henri Bertrand Diabaté Mandin, qui est analyste politique. Et on précise, il faudrait toujours rappeler que Monsieur André-Christelle Fanga, analyste politique, mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi. Exactement. Mais nous précisons aussi que Yamtimba, docteur Yamtimba, il ne faut ne pas l'oublier parce que c'est quand même... Merci de m'accompagner dans mon travail. Voilà. Merci de m'accompagner dans le travail, docteur Yamtimba, qui est, voilà, qui est analyste politique et l'humilité. Alors, ce jour, on parle de la République centrafricaine, mais également du Burkina Faso, sans oublier de la Guinée-Conakry. Alors, très rapidement, adoption à l'unanimité du Bitcoin en République centrafricaine, légalisation également de l'usage des crypto-monnaies. Et pour les autorités, il s'agit là d'un pas décisif pour la consolidation de la paix, mais également pour la performance économique. Alors, docteur Yantimba, quelle faites-vous par rapport à cette décision, je cite, historique,
pour la République centrafricaine? Absolument historique. Je partage votre point de vue. C'est une décision historique, mais il faudrait peut-être que nous revenions sur les bases pour que tout le monde comprenne pourquoi on en arrive là. D'abord, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler les objectifs. Voilà. Qu'est-ce qui oblige la Centrafrique à aller dans ce sens-là à la suite du Salvador? Il y a au moins deux choses. La première, c'est de savoir quel est l'environnement monétaire de la Centrafrique. Au fond, la Centrafrique n'a pas de monnaie. La Centrafrique utilise une facilité de paiement qu'on appelle le franc CFA. Techniquement, ce n'est pas une monnaie. Une monnaie ne se gère pas dans le trésor d'un pays, ça se gère à la banque centrale. Alors, le franc CFA a des mécanismes assez curieux qui privent la Centrafrique de ses ressources. Et cette privation de ressources va forcément amener un gouvernement nationaliste et un gouvernement engagé dans la transformation de son pays et dans le développement de son pays. N'oubliez pas que le président Touadéra s'était engagé pour qu'il y ait un investissement de 42 milliards de dollars au cours de ce mandat en cours. Il faut trouver le moyen non seulement de pouvoir optimiser tous les mécanismes financiers du pays et être sûr de pouvoir investir autant et transformer le pays et offrir aux Centrafricains le bonheur, la satisfaction des besoins, de leurs besoins auxquels ils ont droit. Et donc, il va aller chercher des solutions. Il va commencer par se dire, première chose, puisque par le franc CFA, la moitié, 50% des réserves donc du produit des exportations de la Centrafrique est censé être versé, retenu, pas versé, est censé être retenu par le Trésor français. Mais en réalité, du fait d'autres choses qui s'y ajoutent, les assurances, etc., les risques, la gestion des risques, c'est pas loin de 65 à 70% de ces produits-là qui est plutôt retenu par le Trésor français. Du coup, le pays n'a pas de revenus. Vous savez par exemple que la seule MINUSCA, le budget de la MINUSCA est pratiquement supérieur ou égal, presque égal au budget même de la Centrafrique. Je crois qu'il était 2 fois supérieur il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, il n'est pas très loin de là. Donc, je ne sais pas pourquoi une armée qui a un budget 2 fois supérieur à celui d'un pays peut être stationnée dans ce pays. Si ce n'est pas une armée d'occupation, dites-moi comment ça s'appelle. Alors, donc, le président va se dire, je n'arrive pas à disposer des revenus, des ressources de mon pays comme je veux. Qu'est-ce que mon gouvernement et moi pouvions faire pour que ces ressources-là servent nos compatriotes? Donc, il va dire, le premier objectif, en allant vers le Bitcoin, c'est qu'on va s'émanciper de la tutelle de la France en matière monétaire. C'est ça le premier objectif. Désormais, et ça, on arrive au deuxième objectif, qui est donc, si vous voulez, la prise en main de la trésorerie d'État, de la trésorerie publique de la Centrafrique. Et dans le même mouvement, il permet aux trésoreries privées de son pays de pouvoir effectivement être gérées directement par les acteurs, les opérateurs économiques de son pays, en dehors de la tutelle de la France. Comment ça se fait ce mécanisme? Ça se fait à travers le Bitcoin. Mais c'est quoi le Bitcoin? Peut-être qu'avec ça, on pourra comprendre au mieux de quoi je parle. Je rassure tout de suite toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a pas de traçabilité à passer. Bien sûr que quand vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas maîtrisez pas la complexité de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est web particulièrement, vous pouvez croire qu'il n'y a pas de traçabilité. Non, il y en a. Les deux éléments fondamentaux de la crypto-monnaie, c'est la fiabilité et justement la traçabilité des transactions. C'est-à-dire que si l'un de ces deux éléments n'est plus possible, il n'y a pas de crypto-monnaie. Donc, rassurons tout de suite toutes ces personnes-là, il s'agit de transactions fiables qui se font de pair à pair et dans un réseau sécurisé, il est distribué et il échappe aux banques centrales. Vous comprenez l'émancipation de la tutelle française parce que ça échappe aux banques centrales. En fait, la BEAC n'a aucun contrôle là-dessus. Le Trésor français n'a aucun contrôle là-dessus. Il n'y a pas une autorité centrale en matière de crypto-monnaie pour contrôler ce que vous faites ou pour dire oui ou non à telle ou telle transaction que vous voulez mener. Et il y a
ceci que nous devons savoir, c'est que c'est une monnaie totalement électronique. Et comme elle est totalement électronique, en fait, il vous suffit d'avoir un accès à Internet. Ça peut être peut-être ça, la limite actuelle par rapport à l'utilisation du Bitcoin en Centrafrique. Mais avec le temps, on peut supposer que la couverture Internet va s'améliorer dans ce pays. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, ne se fait pas nécessairement dans des conditions idéales qui sont faites, mais on lance un pavé dans la mare et on construit l'avenir. Je pense que c'est également un message que le président Touadéra passe à sa jeunesse et à son peuple en disant: nous devons nous lancer dans le Bitcoin, mais il y a des contraintes environnementales qu'il faut gérer, qu'il faut que nous améliorions, la connexion à Internet et beaucoup d'autres choses techniques. Mais il va le faire. Donc, en gros, il faut que nous sachions que ce sont des transactions fiables, sécurisées. C'est une monnaie totalement électronique qui ne dépend d'aucune banque centrale. Et que cela permettra à la Centrafrique d'avoir la mainmise, le contrôle total de sa trésorerie publique. C'est-à-dire que quand la Centrafrique exporte quelque chose, elle va demander à être payée en Bitcoin. Or, en étant payée en Bitcoin, le Trésor français n'est pas habilité à recevoir du Bitcoin centrafricain. Et donc, l'argent de la Centrafrique, qui va se retrouver, c'est-à-dire les revenus qui seront produits vont générer des tokens, puisqu'ils vont devoir transformer ça en Bitcoin, vont générer donc des tokens, c'est-à-dire des sortes de pièces, hein, des tickets dans le système informatique. Et ces tickets-là vont être dans un porte-monnaie électronique. Les initiés appellent ça le wallet. Dans un porte-monnaie électronique que la Centrafrique va donc actionner à tout moment, va utiliser à tout moment pour faire ses paiements. Vous voyez que grâce à ça, les 50% au moins de ces revenus d'exportation ne seront plus à la Banque de France. Aussi simple que ça. Et les conséquences de cette situation, à savoir que le contrôle total de la France sur l'économie centrafricaine vont disparaître. Et si vous n'avez plus le contrôle de l'économie d'un pays, vous n'avez plus le contrôle politique de ce pays. Et c'est ça que, le président Touadéra, en fait, a mis en place. Et beaucoup de gens aujourd'hui le critiquent, disent, mais la Banque mondiale a dit que, le FMI a dit que... Mais qu'est-ce que vous voulez que la Banque mondiale et le FMI disent? Le coup d'État monétaire qui a été fait en 1944 par les institutions, la création des institutions de Bretton Woods, et en 1973 par la dollarisation de l'économie mondiale, mais c'est soutenu par la Banque mondiale et le FMI. Donc forcément, tout ce qui va permettre au peuple de se libérer de cette dictature du dollar et à côté de l'euro, et particulièrement dans le cas des pays qui utilisent le franc CFA, donc de la France, va forcément être critiqué par la Banque mondiale et le FMI. Donc aujourd'hui, nous avons là un premier pas qui se fait en direction de l'émancipation totale de la Centrafrique et de son indépendance, et surtout de la prise de contrôle de son économie par son gouvernement. Alors, professeur Nicolas Abou, vous êtes professeur en sciences économiques, mais également chercheur, écrivain. Alors, la République centrafricaine vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle dans son pays, mais également légalisation de l'usage des crypto-monnaies en République centrafricaine. Selon les autorités, il s'agit là d'un pas décisif, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle ère pour la République centrafricaine. Quelle lecture faites-vous de cette résolution historique? Professeur Abou, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Alors, j'étais, comment on appelle, en coupure. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Vous pouvez reprendre la question que vous avez. Bitcoin a été adopté comme monnaie officielle en République centrafricaine, mais également la légalisation de l'usage des crypto-monnaies. Et pour les autorités centrafricaines, il s'agit là d'un pas décisif, une nouvelle ère, une nouvelle étape pour le pays. Quelle lecture faites-vous de cette résolution prise par les autorités centrafricaines? Bien, merci. Alors, première des choses, il faut savoir quelle est l'intention du pays, c'est-à-dire de la RCA. Est-ce que c'est pour créer une monnaie ou bien, et donc laisse abandonner le franc CFA, ou alors
profiter des avantages du Bitcoin. Donc, ce qui m'amène déjà dans un premier temps à rappeler sommairement les différents avantages du Bitcoin. Il est évident que les avantages sont nombreux, à savoir 1. Les frais sont très bas. 2. Professeur, les paiements Nicolas Arbou, vous avez la parole. Alors, le temps que tout soit OK avec la réalisation, pour me permettre. Professeur Nicolas Arbou, vous avez la parole. Votre grille de lecture sur cette adoption du Bitcoin comme monnaie officielle en République centrafricaine. D'accord. Donc, je disais, nous pouvons admettre que, avant de prendre cette décision, les autorités politiques de la RCA ont dû lire, ou du moins vu les avantages du Bitcoin. Et nous pouvons rappeler très rapidement quelques avantages, pas tous, mais quelques avantages, à savoir 1, les frais sont très bas. Deuxièmement, les paiements Bitcoin sont, je dirais, sont en monnaie sont convertis en monnaie de notre choix et les fonds sont déposés le premier jour même ouvrable. Troisième point, le Bitcoin est utilisable comme on le veut, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Le Bitcoin est la monnaie sans permission, c'est-à-dire vous pouvez envoyer ou recevoir autant de Bitcoin que vous voulez et il n'y a pas de limite ni de contraintes à travers le monde. Un autre avantage, le Bitcoin est décentralisé, il est résistant à la censure, il est sécurisé et il est sans frontières. Ce qui permet donc de tirer tous les avantages, je les égrène rapidement. Le Bitcoin est utilisé pour les virements à l'international et pour les paiements anonymes. C'est-à-dire quand vous payez, par exemple avec les cartes bancaires, il y a l'identité. Il y a l'identité de la personne physique ou de la personne morale qui est connue. Avec le Bitcoin, ce n'est pas le cas. Un autre avantage, le Bitcoin est une monnaie mondiale. Elle fonctionne de la même manière dans tous les pays où le symbole du Bitcoin est connu. Un autre avantage, la valeur du Bitcoin est calculée jusqu'à la 8e décimale, c'est-à-dire, par exemple, on m'a dit pour 12,99 €, et bien avec le Bitcoin, vous direz 12,98 432. Il est évident que ces centimes-là qui sont, ou bien ces millièmes qui sont au-delà, quand on raisonne en millions, ça fait beaucoup d'argent. Le Bitcoin est, disons, accepter les paiements par Bitcoin augmente le nombre de vos clients potentiels sur l'échelle mondiale. Parce que le Bitcoin est universel et il ne demande aucune conversion en fonction du pays d'utilisation. C'est-à-dire que quand on a les monnaies, les devises habituelles, il faut convertir, etc. Avec le Bitcoin, ce n'est pas le cas. L'échange, un autre avantage, l'échange direct du Bitcoin à Bitcoin permet de conserver une même valeur pendant la transaction. Rien ne vous empêche de procéder plus tard à une conversion dans la même monnaie de votre choix. Un autre avantage,
le Bitcoin s'utilise dans tout lieu où il n'y a pas de point de banque ni Internet. Par voie de téléphone, ça suffit. Ensuite, un autre avantage, le réseau Bitcoin lui-même permet à ses utilisateurs d'accéder à ce qu'on pourrait appeler aux données financières des 4 coins du monde. Un autre avantage, le cadre légal, c'est-à-dire que c'est un cadre légal, il faut que ça soit bien, un cadre légal et qui rassure ce qu'on appelle les investisseurs. Et par voie de conséquence, c'est un moyen pour attirer les investisseurs. Le Bitcoin donc facilite le transfert des fonds de la diaspora africaine à moindre coût. Enfin, la population débancarisée, c'est-à-dire la population qui n'a pas de compte bancaire, peut accéder au Bitcoin. Un seul téléphone suffit. Donc, nous pouvons égrener comme ça plusieurs avantages, cependant, car il y a toujours des limites, il y a des limites, c'est-à-dire les inconvénients qu'on peut dire. Nous savons que nous sommes dans un pays sous-développé, où il y a des coupures intempestives de courant, d'électricité, je veux dire. Ensuite, nous pouvons dire le taux de pénétration, on peut le souligner, même si on peut dire, on peut utiliser cela sans Internet, mais le taux de pénétration de l'Internet est très limité dans ce pays-là, un pays comme Centrafrique. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, même si on dit c'est sécurisé, c'est que la sécurité informatique n'est pas garantie. Il y a ce qu'on appelle les hackers qui peuvent pénétrer le système, ils peuvent le déjouer et peuvent même le détruire. Ça veut dire qu'au niveau national de la RCA, il faut des gens véritablement avertis. Ce qui n'est pas toujours évident. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais ce n'est pas évident. Ensuite, il faut savoir que le Bitcoin, ne nous l'aurons pas, est contrôlé par ceux qui l'ont inventé. Or, nous savons bien que ces pays dominants, ils sont solidaires même dans le mal quand il s'agit de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Cela nous permet de signaler que la RCA, la République de Centrafrique, a des problèmes avec la France, a tourné dos même à la France sur le plan militaire. Et la RCA s'est affichée avec la Russie du président Vladimir Poutine. Cela veut dire quoi? La guerre russo-ukrainienne est une réalité que la RCA ne doit pas ignorer. Par voie de conséquence, les mêmes, puisque c'est un défi que la RCA a lancé à la France pour dire que puisque la France n'arrive pas à nous satisfaire sur le plan militaire, nous allons vers un autre pays comme la Russie qui peut nous satisfaire. Et ça, ne soyons pas dupes, la France veille au grain. Et peut bien sûr s'allier avec tous ceux qui contrôlent les bitcoins pour faire ce qu'on ne peut pas ici et maintenant imaginer. Donc, le bitcoin est très bien pour des individus comme vous et moi qui spéculons pour gagner de l'argent, c'est vrai. Mais pour un État, une nation, personnellement, j'émets des réserves. Il s'agit de la souveraineté d'un État. La souveraineté d'un État, on parle de triangle de souveraineté.
Le triangle de souveraineté, c'est d'abord la monnaie, ensuite la défense nationale et enfin le droit positif. La RCA a eu le courage de tourner dos à l'ennemi sempiternel qui est la France sur le plan militaire. Personnellement, je suis étonné de constater que la RCA prend un chemin où j'ai bien peur, où elle peut se faire étouffer. Alors que la voie royale est tracée, le fait est que la RCA a tourné dos à la France sur le plan militaire, elle peut immédiatement s'allier au Mali, qui lui aussi a eu des problèmes et encore des problèmes avec la France. Et le Mali, vous le savez, je ne fais que rappeler, a renvoyé l'ambassadeur de France installé à Bamako. Le Mali est parti plus loin, a fermé tous les médias, RFI, TV5, tout ce que vous connaissez, pour dire maintenant c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et le Mali est parti. Au moment où la Russie a des problèmes, est parti s'afficher, est parti en Russie. Des soldats maliens, plus de 600 personnes sont formées à Moscou. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Donc, de mon point de vue, si j'avais des conseils à donner pour un État souverain comme la RCA, et la RCA a des moyens puissants, c'est d'aller voir le Mali pour dire que, chers frères Mali, nous souffrons d'un même problème. D'abord sur le plan militaire et ensuite sur le plan monétaire. Parce que nous avons dit depuis plus de 20 ans, 22 ans maintenant, que le franc des colonies françaises est une monnaie nazie. Ce n'est pas une métaphore, c'est une monnaie nazie. Donc, si le nazisme monétaire, ou du moins le nazisme est condamné à l'échelle planétaire, il n'est pas normal qu'encore 15 pays d'Afrique utilisent cette même monnaie nazie. Ce qui veut dire que c'est la RCA qui doit aller voir, si ce n'est pas encore fait, qui doit aller voir le Mali, lequel Mali est pays frontalier avec le Burkina Faso. Et il y a aussi la Guinée-Conakry. Ces 4 pays-là peuvent poser la base consistante de la monnaie unique africaine dont nous parlons. Et quand on dit la RCA, ça veut dire que le sous-sol de la RCA est un scandale géologique. La monnaie est, observez bien la réalité. La monnaie est garantie par des stocks d'or, de diamants, etc. que la RCA détient, que le Mali détient, que la Guinée-Conakry détient, et même le Burkina Faso. Voilà la voie. Et ils peuvent en plus, non seulement la monnaie sera garantie par la détention des stocks d'or et de diamants, mais ils peuvent faire comme Vladimir Poutine vient de le faire, demander que la monnaie et que les matières premières, toutes les exportations africaines soient payées en la monnaie unique africaine. Je me reprends. Lorsque lorsque les mesures, ce qu'on appelle les sanctions économiques occidentales, ont été prises comme contre Moscou, qu'est-ce que la Russie a fait? On a d'abord constaté que le rouble, c'est-à-dire la monnaie de la Russie, a chuté de 30%. Mais monsieur Vladimir, le président russe, Vladimir Poutine, très bien conseillé, a dit, bon, c'est très simple. À partir de maintenant, notre gaz, vous ne pourrez plus payer ni en pétrole, ni en dollars, ni en euros, qui sont des monnaies indignes de confiance. Ce sont les mots utilisés par M. Poutine. Mais vous allez payer notre gaz en roubles, à laisser ou à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le lendemain, dans les jours qui ont suivi, eh bien, la valeur du rouble a augmenté spectaculairement. Que se passerait-il si ces pays comme la RCA, le Mali et les pays que je viens de citer prenaient ce genre de décision? Eh bien, les Africains auraient la monnaie la plus puissante et la meilleure du monde parce que je reprends parce que garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que ces pays africains détiennent. 2, parce que les pays africains vont exiger, comme Poutine le fait, car depuis que nous parlons aux Africains, ça fait maintenant la 22e année, ils ne nous écoutent pas. Il dit, bon, vous payez nos matières premières en la MUA, c'est-à-dire en la monnaie unique africaine. Vous allez voir que ces pays africains vont sortir de l'ornière économique et ils vont sauver l'Afrique. Et c'est une occasion unique, j'insiste sur le mot unique, parce que pour le moment, Vladimir Poutine est en vie. Mais si le président nous est favorable, rien n'est garanti que l'avenir est garanti. C'est ici et maintenant. Et c'est le rôle du président Touadéra, c'est le rôle des présidents, comment on appelle, Assimi Goïta, et tous ceux qui sont comment on appelle, au Burkina et à Conakry, dit utilisez maintenant la guerre qui vous est déclarée par la France. Utilisez ce moment, au moment où les Européens sont en conflit ouvert avec Moscou et que Moscou nous tend les mains. C'est ici et maintenant qu'il faut oser de façon sur les bases de la monnaie unique africaine. Ce n'est pas avec les bitcoins, parce que je répète, malgré les avantages que je viens de grainer, il y en a plein, ce sont eux qui sont les détenteurs du bitcoin. À tout moment, ils peuvent briser avec détermination la colonne vertébrale de la RCA. Gérer, c'est prévoir. Ça fait plus de 5 siècles d'humiliation que nous subissons. Et nous sommes les seuls, nous les Africains, nous sommes les seuls à ne pas tirer des leçons. La Russie a été humiliée en 1991. Les 3 décennies ont suffi à la Russie de rentrer en elle-même, sortir les solutions vivantes sur le plan économique et redresser toute l'économie et surtout sur le plan militaire. Aujourd'hui, ce sont les jeunes de 25 à 35 ans en Russie qui ont sorti ces armes les plus puissantes qui font aujourd'hui peur à l'Occident. Je résume, je termine en me répétant que le Bitcoin est très bien, mais pour des individus qui veulent s'enrichir. On ne joue pas avec l'avenir d'un peuple. On ne joue pas avec l'avenir d'une nation. Quand on est président de la République, on détient dans sa main l'avenir, sinon la vie de tous les citoyens. Donc les pas qu'on pose, ça doit être des pas sûrs. Et c'est pas sûr, la voie royale, elle est là. Si vous avez des intérêts, si vous pouvez rencontrer le président de la RCA, dites-lui que le professeur Abou, depuis 22 ans, vous dit aux Africains, toutes les solutions de l'Afrique se trouvent en Afrique. Voilà Vladimir Poutine, c'est un blanc. Puisque quand le noir vous parle, vous n'écoutez pas. C'est un blanc. Il a mis en application immédiatement, vous avez vu les effets. Payez-nous dans notre monnaie. C'est la laisser où à prendre. Et comme ils en ont besoin, ils sont obligés de payer en rouble. Qui peut dire non aux richesses naturelles qui se trouvent en Afrique? Ils ont tous besoin de nos richesses. Donc, c'est 2 facteurs. 1, parce qu'ils ont besoin de nos richesses naturelles. 2, parce que notre monnaie sera garantie par les stocks d'or, des diamants, des coltons, etc. Nous aurions la monnaie la plus puissante du monde. Mon professeur Nicolas Beau pour ce décryptage assez cru
et profond concernant justement cette adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Bitcoin comme monnaie officielle, voilà, en République centrafricaine, mais également la légalisation de l'usage de crypto-monnaies dans ce pays. On rappelle là que vous êtes professeur en sciences économiques, écrivain, chercheur, auteur du livre Le franc et l'euro contre l'Afrique. Notre invité en multiplay, c'est Emmanuel Harold. Il est ingénieur français, consultant en crypto-monnaie. Bonsoir. Oui, alors je pense que le début de présentation du coup du professeur Abgou du coup était plutôt très très fidèle. Alors, un point près du coup, c'est que ce ne sont pas des hackers qui vont pouvoir venir vous prendre éventuellement le Bitcoin. Moi, ce que je regrette un petit peu dans ce que j'entends, c'est que à un moment donné, du coup, il faudrait que la République centrafrique ou que le Mali, etc., reprennent une monnaie plus puissante à eux sur leurs matières premières. Ça fait des dizaines et des centaines d'années que tous les pays se battent pour leur monnaie. Donc on a des guerres de monnaie qui sont là en permanence avec le dollar qui aujourd'hui est hégémonique. Le Bitcoin arrive, il n'est pas détenu ni par les Français, ni par les Américains, ni par les Occidentaux. Le Bitcoin est complètement décentralisé. Son mode d'émission, aucun pays, aucun gouvernement, aucun État ne le contrôle. Et c'est un énorme avantage. Donc c'est l'avantage d'avoir une monnaie mondiale qui peut être adoptée finalement par tous. Et pas seulement ceux qui auraient de l'argent ou pas. La grosse problématique pour la République centrafrique, c'est par contre effectivement c'est le manque d'électricité. Aujourd'hui, très peu de personnes, enfin un faible pourcentage, a accès à l'électricité. Et si vous voulez pouvoir utiliser le Bitcoin, vous allez devoir avoir de l'électricité. Ça, c'est une condition absolument obligatoire. Par contre, j'invite du coup le président de la République centrafrique à se diriger vers le mining de Bitcoin. Parce qu'en fait, miner le Bitcoin, alors sans entrer dans les détails techniques, permet d'avoir une batterie économique sur des centrales énergétiques. Donc ça peut faire un apport économique pour créer des centrales électriques. Et à mon avis, et là c'est un avis très personnel, je pense que l'Afrique a cruellement besoin d'amener l'électricité dans son pays. Le mining de Bitcoin permet de faire ça. Donc là, j'encourage du coup tous les États africains à se renseigner là-dessus. J'aimerais aussi amener un avertissement. J'ai été très inquiet quand j'ai vu que certaines personnes du coup étaient derrière cette adoption du Bitcoin par la République centrafrique. Ne pas confondre Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Ce que vous mettez là, c'est RCA crypto-monnaie, une alternative au franc CFA. Je pense que si Bitcoin peut être une alternative au franc CFA, toutes les crypto-monnaies ne peuvent certainement pas être une alternative au franc CFA. Il y a énormément d'arnaques au sein des crypto-monnaies. J'entendais le professeur aussi dire que le Bitcoin serait très bien pour pour des gens comme nous qui spéculeraient pour pouvoir s'enrichir éventuellement. Je ne pense pas du tout qu'on va pouvoir s'enrichir maintenant avec le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, ça pèse près de 1000 milliards en termes de capitalisation. Si le Bitcoin devait rattraper l'or, qui est à 10 000 milliards, ça veut dire que le Bitcoin au maximum referait un x10. Vous ne deviendrez pas millionnaire avec le Bitcoin. On soit très clair. C'est pas possible. Maintenant, le Bitcoin va entrer dans une phase où il est de plus en plus adopté et où sa volatilité va forcément baisser. Sa volatilité va baisser puisqu'en fait, il est beaucoup plus gros que ce qu'il n'était par le passé. Je vous encourage évidemment aussi à vous renseigner sur ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que le halving, qu'est-ce que les périodes d'euphorie suite au halving, etc. Donc, qui concernent là, du coup, des propriétés techniques, du coup, du Bitcoin. Je rejoins le professeur, je ne vais pas faire de politique ici. Moi, je ne fais pas de politique sur le Mali, l'influence éventuelle de la Russie, etc. Mais par contre, je rejoins le professeur sur l'idée des matières premières. Comprenez bien que tous les Français, en tout cas j'en fais partie, ne comprennent pas pourquoi effectivement l'Afrique reste encore dans cet état de pauvreté alors même que l'Afrique détient énormément de matières premières. Ça, c'est une incompréhension pour aussi une bonne partie des Français et je peux vous assurer que même sur la monnaie, le franc CFA, il n'y a pas plus de 2 ans que j'ai appris que la France avait encore la main sur ces monnaies-là. Il faut bien comprendre que si les dirigeants français, eux, sont très certainement au courant de tout ce qui se passe, le peuple français, lui, ne l'est pas forcément. Et donc, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus.
Et moi, c'est ce que j'invite, l'éducation aussi, pour la Centrafrique et pour les pays africains qui voudraient adopter les crypto-monnaies, et notamment Bitcoin, qui est vraiment particulier parmi toutes les autres crypto-monnaies, c'est de s'éduquer et de comprendre. Quand le professeur parlait de pouvoir hacker à un moment donné le Bitcoin n'a jamais été hacké en 13 ans. Jamais. Et je ne pense pas que ça arrivera dans le futur, parce que il est de plus en plus sécurisé. Par contre, si jamais vous avez ce qu'on appelle des portefeuilles, on appelle custodiaux, c'est-à-dire des portefeuilles dont vous donnez la possession. En gros, c'est une entité tiers qui vous prête de la crypto-monnaie, mais vous ne la détenez pas vraiment vous-même. Alors là, oui, il y a un risque que, du coup, des sociétés qui détiendraient ces crypto-monnaies et qui vous les prêteraient, alors se fassent, elles, hacker. Oui, ça c'est un risque. Mais si par contre, vous partez sur ce qu'on appelle des portefeuilles non custodiaux, ça veut dire des portefeuilles que vous avez et sur lesquels vous avez la monnaie, entre guillemets, je vais caricaturer parce que c'est un peu plus compliqué techniquement, mais si vous avez ce type de portefeuille-là, alors il n'y a aucun risque de hack. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur Emmanuel Arodé, d'avoir répondu présent à cette invitation de la télévision panafricaine. Monsieur André Christel Fanga, pour le gouvernement centrafricain, par cette décision, le plan de redressement économique s'inscrit dans une nouvelle phase. Quelle lecture faites-vous de cette démarche des autorités centrafricaines? Moi, je ne vais pas entrer dans les détails techniques des experts, professeurs, docteurs, experts en Bitcoin, crypto-monnaie. Tout ce qui concerne la mort du franc CFA m'intéresse. Tout ce qui peut permettre une alternative au franc CFA m'intéresse. Tout ce qui peut permettre à la Centrafrique de se développer m'intéresse. Donc, s'il faut que on utilise même le courroux, ou vous appelez ça quoi, les monnaies, les anciennes monnaies qu'on avait à l'époque, l'onkou camerounais. C'est une bonne chose, c'est la bienvenue. S'il faut qu'on vous refasse le trioc, c'est la bienvenue. S'il faut qu'on fasse autre chose que le franc CFA, je suis très d'accord. Parce que Yam Timbala expliquait tout à l'heure, c'est un pays, quand vous vendez à l'extérieur, et qu'un pays vous retient 50% de cet argent, mais ça veut dire que vous êtes pauvre, vous serez pauvre toute votre vie. Et c'est ça le franc CFA. Donc on sera pauvre. Notre ami français qui dit qu'il ne connaissait pas que 2 ans. Messieurs, vous ne pouvez pas être spécialiste dans des affaires économiques et de crypto-monnaies et vous dites que c'est maintenant que vous découvrez le franc CFA. Il y a de cela 2 ans que la France avait encore la même mise. Non! Chamalières existe toujours, non? Ça fait des millions d'années que Chamalières est là. Ça a même brûlé il y a de cela quelques temps. Donc tous les Français étaient au courant que Chamalières a brûlé. Et c'est là-bas où on fabrique quoi? Le franc CFA. Donc, quand on parle de... L'État centrafricain parle de relever l'économie ou bien de permettre un souffle nouveau à son économie, c'est la bienvenue. Parce que quand même, ce n'est pas le professeur qui m'en démentirait. Aucune économie africaine ne peut se développer avec une monnaie qu'on appelle le franc CFA. On ne peut atteindre aucune émergence. En fait, la Côte d'Ivoire nous avait parlé de l'émergence 2020, non? Elle est où cette émergence 2020? Il y a un pays là, le Gabon, je crois aussi avait parlé de l'émergence 2022, 2024, quelque chose comme ça. On en est où? On parlait de tout, sauf véritablement des vrais problèmes africains. Parce que quand on parle de la crypto-monnaie, on parle de Bitcoin, on parle de toutes ces choses-là. Est-ce que ça va apporter l'électricité? Est-ce que ça va apporter tout le développement que nous voulons? Les écoles, les hôpitaux, les routes, qui sont aujourd'hui en manque au niveau de la RCA. Je pense que si c'est une solution qui va apporter tout cela, alors je suis très d'accord. Je ne veux pas entrer dans les mécanismes. Je ne veux pas connaître qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie. Je ne veux pas savoir ce que c'est que le Bitcoin. Je ne veux pas savoir. Est-ce que le panier de la ménagère sera soulagé? Si c'est soulagé, alors là, on a réussi. Ça veut dire que le professeur Akan Touadéra a réussi à sa mission. Si l'État centrafricain peut vendre ses produits à
à l'extérieur et prendre tout l'argent, réinvestir. Même si c'est à partir de la crypto-monnaie, à partir de Bitcoin, ça c'est une bonne chose. Pourvu que le franc CFA ne soit plus un obstacle au-devant de nous pour notre développement. Parce qu'en réalité, professeur, vous avez sorti un très grand livre et un très bon livre que les Africains devaient s'en approprier. L'euro et le franc CFA. Mais c'est la plus grosse arnaque. C'est même là-bas qu'il faut fuir. Les Français, c'est les plus grands arnaqueurs. Parce qu'ils arnaquent les pays africains avec ce franc CFA. C'est là-bas qu'il faut craindre. Au lieu de craindre les crypto-monnaies qui sont encore au moins fiables encore à présent, en attendant que ils ne trouvent d'autres parades. Je pense qu'aujourd'hui, nous les Africains, et le professeur Archange Touadéra a compris que s'il faut, parce que vous savez, la zone CEMAC joue un peu à la politique, on sort, on ne sort pas, on sort, on ne sort pas, on sort, on ne sort pas. Mais non, normalement, le contrat est terminé depuis au moins 2 ans aujourd'hui. On devait déjà sortir du franc CFA. On devait déjà avoir notre propre monnaie. Donc, si on est incapable de prendre des décisions politiques de sortir directement du franc CFA, si le professeur Archange Touadéra trouve que pour relever l'économie de son pays, il faut passer par les crypto-monnaies, alors allons-y. Bienvenue la crypto-monnaie. Et nous applaudissons des 2 mains, pourvu que ce qui appartient à la France meure. Je dis bien, tout ce qui appartient à la France doit mourir dans nos États. Parce qu'en réalité, c'est comme on a affaire à un pays sensu, un État sensu, qu'on appelle la France, qui suce tout, qui suce les énergies, qui suce les ressources humaines, qui suce les moyens financiers, les moyens naturels. Tout ce que nous avons, la France suce. Je voudrais rappeler aux Africains, et très d'accord avec vos professeurs, ça ne sert à rien d'aller s'agripper sur des choses, alors que si on sort simplement du franc CFA, on crée notre propre monnaie, basée sur nos propres ressources naturelles, c'est-à-dire l'or, diamant, la RCA, vous savez que c'est un scandale géologique, l'or, pétrole et tout le reste là, on aura la plus grande monnaie du monde. On aura la monnaie la plus forte du monde. Ça sert à quoi de continuer à tâtonner, à tatillonner? Je crois que la décision politique, elle doit être au devant, et je crois que la RCA, le professeur Archange Touadéra, a fait un pas en avant en disant: ok, s'il faut contourner le franc CFA, si c'est une alternative pour que nous ne puissions plus utiliser le franc CFA, sachant que la Russie, qui est le partenaire militaire aujourd'hui, la RCA, a déjà contourné, a déjà mis l'Europe et toutes les autres nations à terre, aujourd'hui, il faut que j'ai des moyens pour acheter, parce qu'en réalité, le franc CFA va continuer à causer beaucoup de problèmes à la RCA, à tous les autres pays qui continuent à l'utiliser. Parce que si vous êtes d'accord avec la Russie, ça veut dire que l'Europe va vous faire le chantage à partir du franc CFA. Et c'est pour ça que l'une des théories, c'est pour dire que peut-être ils ont brûlé Chamalières pour vous dire que bon, il n'y a plus moyen de produire assez d'argent pour vous prendre au piège. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous savons les techniques des sapeurs-pompiers pyromanes. Nous savons que la France est toujours dans cette logique-là. Mais, bravo, professeur, vous avez pris une bonne décision. Nous soutenons cette décision maintenant que cet argent puisse être réinvesti dans le développement de la Centrafrique. Monsieur Paul-Henri Diabaté, bonsoir. Bonsoir, cher. Heureuse de vous retrouver. C'est un plaisir immense, croyez-moi. Ça me fait plaisir d'être là, de saluer le panéliste. Docteur Yabdiba, ça fait une éternité, je n'avais pas vu. Mon frère, André Christelle Fanga, je suis très content de te revoir. Mais vous savez, saluer l'Afrique indépendante, parce que il faut que les Africains comprennent. Il y a des choses qui bougent chaque jour. Je dis aux Africains, soyez optimistes. Chaque jour, la machine bouge. On a l'impression que le train ne bouge pas. Mais chaque jour, il bouge, il s'ébranle. Ah oui, chaque jour. Et le coup de tonnerre de Bangui, il ne fait que retentir le gond de la vieille société qui cadavérise. Alors, je vais rester avec vous, Monsieur Mondin. Pour certains économistes, cette monnaie électronique est sujette à de nombreuses interrogations. On parle d'une monnaie volatile. Illustration étant prise en 2011. Alors, où le cours du Bitcoin s'était écroulé de 33 $ à 2,5 $, alors qu'il avait été auparavant, il avait connu, auparavant une hausse soutenue. Entre mai et juillet 2017, elle a connu une hausse spectaculaire pour atteindre 4 700 $,
et près de 20 000 dollars en fin d'année 2017. Un an après, rechute totale. On est à 3 100 dollars. Quel est votre avis concernant le caractère volatile évoqué par certains économistes? Mais il ne faut pas qu'ils se moquent de nous. Vous connaissez une monnaie qui ne soit pas volatile au monde? Toutes les monnaies sont volatiles, ce sont des histoires. Et ensuite, il faut qu'on retrouve les fondamentaux pour comprendre que le système international tel qu'il est fait, le système financier international tel qu'il est fait, ne peut que accentuer la volatilité de la monnaie. C'est du banditisme, le système international, le système financier international. À l'origine, je vais vous dire, parce que les Africains, j'entends les Africains qui sont frileux quand ils parlent du Bitcoin, ils veulent les visas pour aller en France. Donc quand vous parlez un peu là, ça les effarouche. Ils sont effarouchés, ils veulent montrer aux Français qu'ils les aiment trop. Moi qui les aime, c'est leur affaire. Que les Français, donnez-leur les visas, prenez tous les négros là, menez-les. Nous, notre problème, c'est que laissez-nous faire dans notre Afrique. Comprenez qu'à l'origine de la finance, les premiers à utiliser les biais, ce n'étaient pas les Européens, ce n'étaient pas les Occidentaux, c'est les Chinois. C'était les Chinois qui étaient les premiers. Mais comme il y avait, vous savez, en Chine, tous les achats se faisaient sur la base de l'or, comme partout au monde. Sauf que l'empereur chinois a constaté, compte tenu de la violence qu'il y avait en Chine, il a constaté que vous ne pouviez pas marcher, parce que pour aller au marché, il fallait avoir son sac d'or sur la tête, pour aller acheter ses macabos, son riz. Mais comme il y avait de la violence, les bandits vous arrêtaient en route à tout bout de chemin. Alors, on a créé ce qu'on appelle les billets. Les billets, ça c'est billet de banque, c'est quoi? C'est payable à vue. On écrivait payable à vue. C'est-à-dire que c'est en contrepartie de ton nom, on te donne un papier qui te donne la possibilité d'effectuer des achats. C'est comme une garantie. Les Européens appellent ça les assignats. Donc, tous les voyageurs européens qui arrivaient, les Marco Polo, quand ils sont arrivés en Chine, ils ont vu que les Chinois utilisent le papier pour acheter les trucs au marché. Ils ont bien... Et donc, ils sont venus en Europe raconter aux autres. C'est comme ça que les billets de banque sont arrivés en Europe. Et les Européens se sont dit que, mais, on peut substituer l'or. Au lieu de marcher avec l'or sur la tête pour aller au marché, on utilise les billets de banque. Ils se sont mis à utiliser les billets de banque. Sauf que la pratique s'est généralisée partout dans le monde. Mais il y a un problème, il y a un hic. La malhonnêteté congénitale des Européens fait que, parce que pour avoir de l'argent des billets de banque, les billets de banque sont équivalents à ton poids en or. Sauf que eux, ils n'ont pas l'or chez eux. Donc, ils trichent. Ils créent des billets de banque sans avoir l'or. Ça fait que, et ça crée l'inflation, c'est-à-dire que pour doper la consommation, ils créent les billets de banque et ils battent monnaie. On donne l'argent aux gens. On met l'argent dans le circuit économique, sauf que ça n'a aucun rapport avec votre puissance en or. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'il y a inflation généralisée tous les ans. Tous les ans, il y a inflation généralisée. Les prix s'envolent. Quand vous demandez, vous voyez, et quand les Européens ont constaté, parce que l'inflation, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de depuis longtemps, dès l'introduction des biens de banque. Quand il y avait l'or, il n'y avait pas l'inflation. Il n'y avait pas les volatilités de monnaie, on ne connaissait pas ça. Mais dès qu'ils ont amené les billets de banque, ils ont commencé à tricher. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas l'or. Donc, ils ont pris tous les bandits qu'il y avait dans leur prison, les Christophe Colomb. C'était de grands bandits, les Christophe Colomb. Ils leur ont dit que allez devenir les explorateurs, allez en Amérique, en Afrique, partout en Inde. On va dire que vous allez chercher les épices. Donc vous partez chercher le piment chez les gens. Et on nous a fait gober ça dans les livres d'histoire. On dit qu'ils étaient à les Vastos de Gama. Ils allaient chercher les épices en Inde. En fait, c'est l'or qu'ils allaient chercher. Et donc tous ces bandits, les bagnards, on leur dit, on vous donne le roi d'Espagne, la reine blanche de Castille. Montez les expéditions. On sortait tous les bandits des galets d'Espagne, du Portugal. Tout le monde, on les sortait des prisons.
On les met dans les bateaux, aller aux États-Unis, aller là-bas, chercher l'or. Et ils étaient prêts à tout, ils tuaient tout le monde. Quand ils voyaient l'or, ils étaient prêts à tuer tout le monde. Les Christophe Colomb, ils vont dire, on les présente comme il a découvert l'Amérique. Un bandit qui découvre un pays, mais c'était des bandits. Il faut dire la vérité. Disons les choses telles qu'elles sont. Ils allaient chercher l'or, on les a mis en mission pour aller chercher l'or. Et quand ils ont constaté que le monde a évolué, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Leur terre promise, c'est l'Afrique. Ils créent les guerres partout où il y a l'or en Afrique. Partout. Dès qu'un pays africain a une matière première, non, on crée les guerres. On exploite les petites différences que tu as avec ton frère. Oui, et du coup on l'arme. Tire, il va te tuer. C'est un sorcier. Et les Africains s'entretuent à la machette. Eh bien, vous savez, les Africains sont très sentimentaux. On touche la partie qui est la plus forte chez eux, qu'on appelle le sentiment. C'est le seul peuple qui croit en Dieu au monde. Et on va toucher la partie la plus forte chez les Africains, le sentiment. Et les Africains se sont laissés aller. Et lorsque des pays comme la Centrafrique essayent de se libérer de cette emprise, parce que le système financier international, je le répète, c'est un système de brigands. Il vous parle de volatilité, la monnaie, c'est monté, c'est descendu. Est-ce que vous savez, avec la guerre en Ukraine, l'euro perd de sa valeur chaque jour qui passe, chaque jour que la guerre continue, l'euro perd de sa valeur. Et le franc CFA qui est, par effet de conséquence, le franc CFA qui est adossé à l'euro, parce que c'est l'euro qui garantit la convertibilité, c'est le trésor. Le trésor, comment vous appelez ça? Le trésor européen qui garantit, et qui donne la garantie sur le franc CFA. Vous allez me dire que vous ne pouvez pas, si vous achetiez un véhicule, je dis n'importe quoi, à 10 000 $, aujourd'hui, si vous allez l'acheter, le même véhicule aux États-Unis, vous allez dépenser, si vous achetez à l'époque c'était 6,5 millions, vous allez constater que vous allez acheter à plus de 6,5 millions. Parce que là, on est en phase de dévaluation cachée du franc CFA, on ne nous dit pas. Il y a une sorte de volatilité de l'euro qui nous met en danger. Et nous, les Africains, qui utilisons le franc CFA, on regarde tout Bénin comme le singe qui regarde la télé. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne réagit pas. Lorsqu'un pays comme la Centrafrique essaye de prendre son destin en main, d'écrire son histoire, en disant, on est riche, on a l'or, on a le diamant, on a le pétrole, le cobalt. Si aujourd'hui, on veut acheter des biens, les transactions qui doivent se faire, on n'a qu'à prendre nos minéraux, on gage nos minéraux qui nous servent de garantie de convertibilité dans le cadre du Bitcoin. Parce que les gars disent toujours que le franc CFA c'est stable et vous avez la garantie du trésor européen. Il garantit votre monnaie. Mais la Centrafrique a son or, la Centrafrique a son franc CFA. Moi, je ne veux même plus qu'on ait une autre monnaie. On a déjà le Bitcoin. Parce que quand on va rentrer la monnaie, le système international, le système financier international va nous asphyxier une fois de plus. Rendez-vous compte, quand les Allemands arrivaient ici, prenons un pays comme le Cameroun, prenons toute la côte du golfe de Guinée, ils ont trouvé les Africains avec leur monnaie. Tout à l'heure, le docteur Yamtimba parlait du crou. Un crou valait 12 marques en Allemagne. Dans toutes les grandes places commerciales, l'Allemagne, à l'époque, c'était les places de Hambourg. C'était les places commerciales les plus fortes, les places financières les plus fortes en Europe. Un crou, en 1884, valait 12 marques. 12 marques, parce qu'il n'y avait pas encore les Deutschmark, on appelait ça les marques. 12 marques. En 2022, il y a combien d'années? 1884-2022. Il y a au moins 160 ans. Quand vous prenez 1 million de francs CFA sur la tête, vous arrivez en Allemagne, on dit que non, c'est le papier hygiénique. Si vous avez de la chance. Mais on vous dit que c'est le papier hygiénique que vous vendez, parce que le papier, on ne connaît pas ça.
Donc, vous vous rendez compte que on vit dans un mensonge qui est incroyable. Sortons du système financier international. Nous, on est riches, ils sont obligés de venir chez nous. Ils sont obligés de venir chez nous. Ce n'est pas nous qu'on n'a pas besoin d'eux. Le meilleur moyen de sortir, le meilleur moyen de rompre le pacte colonial, c'est d'utiliser notre Bitcoin, de le faire garantir par nos moyens de finance, nos moyens, nos minéraux, et de ne pas nous laisser abuser par leurs histoires, leurs arguties selon lesquelles, oh, c'est une monnaie volatile, ça manque de stabilité, le dollar est stable, l'euro est stable, mais arrêtez-nous ça. Donc, il ne faut pas ça. Ne rentrons plus dans le système financier international, c'est la paralysie. Quand on rentre dans le système international, c'est pour c'est l'asphyxie, et on se remet à faire quoi? Ils nous disent, remarquez qu'un pays comme Salvador, en utilisant le Bitcoin, les ressortissants salvadoriens, l'argent qu'ils envoient depuis les États-Unis, les coûts de transfert étaient incroyables. C'est-à-dire que tu envoies 1000 $ au village, à Salvador, l'argent compte, les coûts de transfert sont tels que, mais c'est impitoyable. Depuis qu'ils ont adopté le Bitcoin, il n'y a plus les coûts de transfert. C'est fini. Et ce sont ces pertes-là qui énervent les Américains. Parce qu'ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Oui. Si vous voyez tout l'argent que les Africains envoient dans leur pays, qui sont en Europe, qui sont à l'étranger, tout l'argent qu'ils envoient ici, les coûts de transfert, mais c'est impitoyable, ça rentre là-bas, ils coupent. C'est ça le système, c'est l'esclavage, le système financier international. Or, avec le Bitcoin, c'est fini, bye bye, c'est fini. Donc, chaque jour, on va se libérer de l'emprise du système financier international. C'est ça, fondamentalement, qu'il faut conseiller aux Africains. Une fois qu'on pourra se libérer de l'emprise du système financier international, c'est-à-dire ces contingences qu'ils nous obligent à accepter. J'ai entendu quelqu'un parler du FMI. Vous croyez que le FMI peut être content? Non. Le FMI ne peut pas être content. Parce que le FMI, c'est l'instrument par excellence des Occidentaux pour étrangler les Africains. Et la monnaie, c'est l'instrument de répression économique le plus dangereux. Et c'est ce que le FMI utilise. Je vous assure, pour terminer, je vous assure que la première mesure de Dominique Strauss-Kahn, nommé directeur du FMI, et c'est ça qui va lui créer tous les problèmes. Il a demandé aux Américains, montrez-moi votre poids en or, vos réserves en or, je veux voir. Vous ne pouvez pas battre monnaie sans or. Montrez-moi ça. Les Américains lui ont dit que toi, tu ne vas pas rester ici. Tu ne vas pas mettre long ici. On lui a sorti une histoire banale de sexe. Et on a un type dont on connaît la maison, qui est le fonctionnaire international le plus riche. Le plus riche, on lui a mis les menottes à Mondovision. On l'a arrêté comme un vulgaire voleur de portable. On lui a mis les menottes. La rapidité avec laquelle on l'a mené en prison, on l'a humilié. Oui, on l'a humilié. C'était pour nous faire comprendre que non, ce n'est pas que les Américains n'aiment pas, ont horreur du viol. C'est le pays des grands violeurs. Les chroniques des journaux nous le démontrent, un pays des grands violeurs. Mais ce sont des mecs, leur problème c'est que Strauss-Kahn, c'est un outrage, lèse-majesté qui est incroyable. Il a voulu toucher à ce qui est de fondamental dans la répression économique, la monnaie. Il a voulu toucher, et c'est ça que des gars, c'est-à-dire dès qu'en Afrique, tu oses parler de ça, on te donne le carton rouge. Le jour qu'Osende Afana a parlé de monnaie, il a théorisé sur la monnaie comme instrument de répression, que les Africains ne peuvent pas être indépendants s'ils n'ont pas le contrôle de leur monnaie. Ça ne sert à rien d'avoir le papier, le torchon qu'on appelle « nous sommes indépendants ». Non.
Ça ne sert à rien tant que vous n'avez pas votre souveraineté dans les moyens de paiement, le contrôle dans les moyens de paiement. Vous n'existez pas. On n'a pas besoin d'être économiste. On n'a pas besoin d'aller étudier à la London School of Economics pour le comprendre. Un peu de jugeote et de bon sens. Maintenant, il faut avoir le courage. Les Centrafricains ont eu le courage. Maintenant, il faut que les autres Africains prennent le train, suivent le train. Au lieu de regarder, les Africains aussi de particulier, ils aiment rester au balcon et voir si le changement a lieu. Ils vous demandent, il y a changement? On dit non, il n'y a pas de changement, ils ferment les rideaux. Quand il entend un bruit, il dit, hey, il y a changement? On dit non, il referme les rideaux. Non. Qui va mourir pour vous? Non. Africains, prenez votre destin en main. Nous tous, toute l'Afrique peut adopter une monnaie électronique et c'est ça peut être notre avantage. Qu'on adopte nous tous la même monnaie électronique. Le Nigeria l'a fait. Oui, nous avons fait. Que nous tous nous adoptions une monnaie électronique, qu'on sorte de leur monnaie papier. Restez avec. Nous, on est dans une situation où vous connaissez combien de Camerounais détiennent un compte bancaire. Vous allez dans votre village, vous demandez aux gens là-bas combien de gens ont un compte bancaire, vous allez constater que très peu. Mais, mon cher maman, avec le Bitcoin, on n'a pas besoin de compte bancaire pour faire la transaction. On revient à l'antique système africain, ce qu'on appelait le troc. Moi, je viens avec le plantain sur la tête, toi, tu viens avec le manioc, on fait le troc. Ah oui, je pense que c'est le meilleur moyen pour déstructurer le système financier international et mettre fin à l'hégémonie occidentale, l'hégémonie économique occidentale basée sur le mensonge, basée sur le côté maléfique de l'existence. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Oui, ils sont, je ne sais pas, Satan c'est petit. Satan c'est un euphémisme devant ces gens. Ils sont dangereux. Ça, il faut le dire, ne nous cachons pas. On n'est pas dans Facebook, donc Facebook ne peut pas nous interdire. Donc, on peut utiliser ces termes-là. Voilà. Docteur Yantimba, opacité du fonctionnement. Pour certains observateurs, sans trace, sans autorité monétaire, le Bitcoin ne laisse aucune trace et serait donc susceptible d'être utilisé à des fins de blanchiment d'argent et même de financement de terrorisme. Quelle est votre grille de lecture? Oui, c'est un peu drôle. Je répète une chose. Il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qui caractérisent une crypto-monnaie de manière générale. Et là, spécifiquement, le Bitcoin qui est la plus importante. L'un de ces éléments, c'est la traçabilité. Si ce n'est pas traçable, ce n'est pas intéressant. Parce qu'il faut que ce soit absolument traçable et il faut que ce soit fiable. Or, pour que ce soit fiable, il faut donc, comme ça se fait de pierre à pierre entre deux acteurs, il faut absolument quelque chose qui garantisse la fiabilité de la transaction et c'est cette traçabilité. Vous ne pouvez même pas modifier les éléments de la transaction après. Je crois que on devrait rentrer davantage dans le Bitcoin, mais ne soyons pas trop enthousiastes sur un certain nombre d'éléments non plus. Je voudrais quand même votre réponse, pour y répondre de façon pertinente, je vais devoir revenir un peu sur le propos du professeur Abou pour lui dire 2 ou 3 choses. La première, je comprends très bien qu'il reste cohérent avec sa théorie et que tout son travail, qui est quand même un travail de plusieurs décennies de recherche et d'enseignement et d'écriture, mais j'aimerais quand même lui dire qu'en ce moment, l'Afrique est désunie. Pour le moment, l'Afrique n'est pas encore, ne forme pas encore les États-Unis d'Afrique, ce veut cher à Kwame Nkrumah. Et donc, nous aurons des difficultés à pouvoir contrôler, exiger, par exemple, la Centrafrique, même si elle se lie avec le Mali, ça reste encore très marginal, pour exiger qu'il soit payé dans une monnaie que ces deux pays auraient créée. Parce que, attention, j'entends effectivement cet argument de plus en plus sur le continent. La Russie a exigé, mais c'est la Russie, c'est pas vous. C'est la Russie, c'est pas la Centrafrique. La Russie peut exiger ce genre de choses. Si le Cameroun exige aujourd'hui, crée une monnaie qui s'appelle, je dis n'importe quoi, panafricain, et que le Cameroun dit, je veux que mon cacao me soit payé dans cette monnaie-là, le Cameroun n'ayant pas une position dominante sur le marché et n'étant pas particulièrement aussi solide que la Russie,
D'abord, on ne va plus acheter son cacao. On va l'acheter en Côte d'Ivoire, au Ghana et un peu en Asie du Sud et en Amérique latine. Et nos cacao va pourrir ici. Il faut que nous soyons réalistes. Nous avons un objectif très important à atteindre, mais nous devons à la fois faire preuve de stratégie et de tactique. Et ce que le président centrafricain vient de faire là, ça s'appelle de la tactique, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai un problème en face de moi et il faut que je règle ce problème-là. Donc l'approche de la Centrafrique n'est pas prioritairement une approche monétaire ou économique. C'est d'abord une approche, enfin, elle n'est pas prioritairement une approche, si vous voulez, purement monétaire. C'est d'abord une approche politique et une approche financière. Politique dans quel sens? Mais j'ai un tuteur là qui me fatigue un peu, je ne sais pas trop comment je vais le dégager. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Si vous regardez la France avec ses alliés immédiats, l'eurozone, parce qu'après, il faut replacer le franc CFA dans ce contexte-là. Le franc CFA, c'est une monnaie binaire du franc français, c'est-à-dire que la France crée le franc CFA pour protéger cette zone où elle s'approvisionne en ressources en matière première gratuitement, parce qu'elle ne paye pas ici. En 1945, ça empêche les Américains, les Anglais et tout le reste de venir s'approvisionner ici. Deuxième chose, en 1999, on consolide cette situation de monnaie binaire avec l'euro. C'est pour ça que les Européens, ils sont tous là. Vous croyez que lorsque vous avez tous ces pays de l'eurozone, et même d'ailleurs ceux qui ne sont même pas dans l'eurozone, ils sont vraiment dans le Conseil de l'Europe, qui se trouvaient dans Takuba, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que tout le monde profite du festin africain, tout simplement. Parce que quand la France vous achète le cacao, le café ou le pétrole, ne paye pas. Hein. Ils écrivent dans le livre des comptes, ouais, deux barils de pétrole pris au Cameroun, terminé. Et vous avez droit à vous toucher au maximum après un certain temps, 30-35%. L'essentiel de ce que vous irez d'ailleurs vouloir prendre, on va vous le prêter. Et vous payez des intérêts là-dessus. Donc c'est une monnaie binaire. Et du coup, vous êtes dans une situation où, en réalité, la Centrafrique, la RCA a besoin de régler un certain nombre de problèmes. Et il y en a deux fondamentaux. Ou tout au moins, vous avez deux urgents. Je m'émancipe d'une tutelle qui m'étouffe. Et dans le même mouvement, je m'assure du contrôle de ma trésorerie. Parce que ce fait, ça ne veut pas dire que la Centrafrique a décidé. D'abord, je vois beaucoup de gens dire c'est une monnaie officielle. C'est pas ça. C'est simplement que le Bitcoin, ils ont dit les crypto-monnaies, le Bitcoin devient quelque chose de légal. L'utilisation est légale en Centrafrique. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient une nouvelle monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Ce n'est pas ça. Parce que de toute façon, le Bitcoin n'appartient à personne. Vous ne pouvez pas décider que c'est la monnaie de votre pays. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent donc, ils s'émancipent de la tutelle française et dans le même mouvement, prennent le contrôle de leur trésorerie publique. C'est ça en fait le fond du problème. Nous avons quelqu'un qui nous prend soit 50% officiellement, mais jusqu'à 70% officieusement, ou parfois plus. Donc comment nous faisons pour que les 70% là viennent? À partir du moment où le compte est celui de l'État centrafricain, l'État français ne peut pas y accéder. C'est ça l'un des grands principes du Bitcoin. Vous ne pouvez pas y accéder, ce n'est pas votre compte. Vous ne savez même pas comment, vous ne savez même pas où il se trouve, ni quels sont les paramètres, etc. Et donc, la Centrafrique va exiger, à ce moment-là, à être payée en Bitcoin, parce que si la Centrafrique créait une monnaie tout de suite, cette monnaie serait sabotée. Exactement. Elle ne pourrait pas soutenir cette monnaie. Donc, elle trouve un moyen de s'assurer que sa trésorerie est sécurisée et échappe à un tuteur à une tutelle prédatrice. Malhonnête, c'est gentil. C'est un prédateur. À un prédateur qui lui prend son or, son diamant gratuitement sans jamais rien payer. Et ce qu'elle peut même vendre, le tuteur garde ça. Donc voilà ce que la Centrafrique règle comme problème. Et je crois que ça, le professeur Agbo peut très bien le comprendre, lui qui maîtrise mieux l'un des meilleurs experts africains en matière de franc CFA. Et donc, cela révèle quand même quelque chose qui soutient les arguments du professeur Agbo. L'urgence de l'unité des États africains et la création des États-Unis d'Afrique. Parce que la monnaie unique africaine dont il parle, sincèrement, on ne peut créer une monnaie c'est-à-dire que nous pouvons arriver à exiger le paiement dans une monnaie de chez nous que si nous avons des États au moins qui couvrent les sous-régions africaines. Exactement. Vous avez, par exemple, les États-Unis de la CEDEAO, c'est suffisant pour que ces gens exigent. Si vous payez le Ghana et la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ce qui est du cacao, je crois que ça représente 70
65% au moins de la production mondiale. Quand ces gars-là vous disent vous payez notre cacao dans notre monnaie de la CEDEAO, vous n'avez pas le choix, vous payez. Parce que si vous ne payez pas, vous n'aurez pas de cacao de toute façon. Donc, on peut avoir ces monnaies-là et deviennent déjà puissantes, mais la monnaie continentale est vraiment l'idéal. Parce que la monnaie continentale permettrait à ce moment-là d'avoir des exigences fortes compte tenu de ce que l'Afrique, c'est 33% des matières premières exportées dans le monde. Et quand vous avez 33% des matières premières exportées dans le monde, et qu'on vous dit quand même que ces fameux 33% représentent 3,4% du PIB mondial, vous commencez à vous poser des questions. Parce que les 33% des matières premières et que vous exportez à travers le monde devraient normalement vous rapporter au minimum 20% du PIB mondial. Je vous rappelle que si vous avez 20% du PIB mondial, vous êtes le pays le plus riche du monde. C'est clair. C'est ça que ça veut dire. Parce que les États-Unis et la Chine sont autour de 11-12%. Or, c'est les deux pays les plus riches dans le monde. Donc, l'Afrique, en réalité, est le continent le plus riche dans le monde. Et ce continent-là, à cause de l'émiettement, on a 55 pays, on a la Centrafrique qui a une petite poche comme ça où on essaie de se battre et trouver des solutions. On est pauvre. On a 3,4% du PIB mondial. Il suffit qu'on se réunisse. Je n'ai pas encore parlé de la transformation de ces matières premières. Si on se met à les transformer, on passe entre 30 et 35% du PIB mondial. Si on a 30-35% du PIB mondial, ça représente l'Europe, les États-Unis, la Chine, tout ça. L'Afrique sera plus riche que ces trois blocs qui sont les plus importants dans le monde. Donc, en fait, et je vais arriver au bout de cet argument, de cette mise au point pour pouvoir... C'est pour dire quoi au professeur Agbo? Le monde a changé. Lorsqu'on a créé le franc CFA en 1945, lorsqu'on l'a consolidé en 1999, eh bien ce monde-là a changé. Les nouveaux instruments comme le Bitcoin n'existaient pas. Ces instruments sont les instruments du 21e siècle et les hommes du 21e siècle vont être obligés d'utiliser les instruments de leur temps. Et si on comprend très bien les deux éléments, les deux problèmes politiques, les deux problèmes qui sont réglés, qui sont d'abord des problèmes politiques, eh bien, vous comprenez que le Bitcoin qui est aujourd'hui, auquel on donne cours légal, c'est pas qu'elle est devenue la monnaie de la Centrafrique, mais à laquelle on donne un cours légal en Centrafrique, va permettre à la Centrafrique désormais d'exiger d'être payée en Bitcoin. Et en exigeant d'être payée en Bitcoin, eh bien, la Centrafrique contrôle toute sa trésorerie. Les gens qui pensent, j'ai entendu des gens dire, ouais, mais après si les privés le font aussi, on peut pas avoir de traces, on ne pourra pas lever les impôts. Qui vous a dit ça? Mais on dit que l'une des premières caractéristiques et l'un des paramètres fondamentaux de toute monnaie, crypto-monnaie, c'est la traçabilité. Ça veut dire que l'État peut avoir tout ça. Et donc, c'est pour ça qui m'amène, et vous comprenez, madame, donc la réponse à votre question est de dire, attention, un pas après l'autre. C'est ce que la Centrafrique fait. Un pas après l'autre et un pas sûr après un autre. Le professeur, je l'appelle professeur là tout de suite alors que j'ai dit le président Touadéra et son gouvernement sont dans un dilemme, enfin dans une situation critique très difficile. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous travaillez, les autres bouffent. J'illustre, permettez-moi madame, pardon, que j'illustre par quelque chose. Le Mali l'année dernière a produit environ 64 tonnes d'or. Ça représente en termes de vente 2800 quelque chose de 2400 quelque chose de milliards. À peu près. Hein? Au cours de 1 kilo d'or à 58 000 euros. Donc vous êtes autour de 2500 milliards de francs CFA. Sauf que le Mali ne peut pas toucher ça. Si le Mali exporte cela, le Mali touchera avec beaucoup de chance 500 milliards. Le reste est dans le compte du Trésor français. Or, le budget du Mali de 2022 n'est que de 2800 milliards. Et je ne parle là que d'un seul produit. Je ne parle pas de tous les autres produits que le Mali a exportés. Donc, c'est ça la situation des pays africains. Exactement. Et donc, les gens ne vont pas se dire, c'est le jour où on va créer la monnaie qu'on va régler nos problèmes. Ils trouvent des solutions efficientes qui leur permettent d'échapper de cette tutelle prédatrice et de s'assurer que désormais ils prennent le contrôle de leur trésorerie publique. En prenant le contrôle de la trésorerie publique, imaginez le Mali avec 5 milliards d'euros sous la main. 5 milliards d'euros sous la main grâce au Bitcoin. Le Mali ne ferait pas quoi? C'est ça que la Centrafrique est en train de faire. Et il faudrait, je dis, n'en voulons pas aux personnes qui ne savent pas ce que c'est que les crypto-monnaies, qui ne voient pas le lien avec les économies, qui ne voient pas nécessairement que cette voie, la voie de la création de la monnaie africaine, elle est la voie royale. Mais on commence par quelque chose. Si vous avez votre enfant à la maison qui vous dit
vous avez des problèmes dans votre maison, commencez pas par raser votre maison. Vous commencez d'abord par essayer de régler un problème après un autre et vous y arriverez. Donc la Centrafrique, en réalité, aujourd'hui, fait un premier pas d'émancipation. Et ce premier pas d'émancipation lui donne le contrôle total de sa trésorerie publique. Et du coup, lui donne au professeur Touadéra, au président centrafricain, la capacité d'investir, puisqu'il veut investir 42 milliards de dollars au cours de ce mandat. Donc il va avoir tout son argent qui échappe à la France et il peut donc investir et développer son pays. Monsieur Emmanuel Haro, pour le docteur Yantimba, il s'agit là d'un contrôle et d'une sécurisation du trésor centrafricain qui va donc échapper à un tuteur, je cite, malhonnête, et il est plus que urgent même d'une unité des États africains. Quelle est votre lecture de la situation de cet usage légal des crypto-monnaies en République centrafricaine? Votre micro, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel Haro. Votre micro. Quel est votre avis pour le docteur Yantimba? Votre micro, s'il vous plaît, le temps que vous puissiez tout connecter. Pour le docteur Yantimba, je reviens là-dessus. Il s'agit là d'un contrôle et d'une sécurisation du trésor centrafricain qui permettra d'échapper à un tuteur, je cite, malhonnête. Il est plus que urgent d'une unité des États africains. Quel est votre avis par rapport à cette légalisation de l'usage des crypto-monnaies? Oui, vous m'entendez? Ok. Oui, je pense que ça va permettre effectivement de sécuriser. Tout simplement parce que il n'y aura pas ce contrôle de la monnaie. Ça a été expliqué maintes fois là pendant cette émission. Cette espèce de mainmise sur le franc CFA. C'est pour ça que je ne crois pas non plus à une monnaie qui serait unifiée dans les États africains, mais par contre, Bitcoin est une monnaie unifiée, entre guillemets, dans le monde. Elle est complètement indépendante. Donc oui, ça pourrait très bien permettre aux États africains de récupérer, entre guillemets, la main sur leur trésor. Parce que si vous avez une monnaie qui est mondiale et dont aucun État n'a de priorité, si vous voulez, dessus, qu'est-ce qui va devenir important? Si vous ne pouvez plus manipuler l'économie avec la monnaie, et ça a été évoqué tout à l'heure, et en fait, sans donner les mots, mais en fait, la personne qui a parlé tout à l'heure parlait en fait de la fin de Bretton Woods, donc la fin de l'accrochage de la monnaie à l'or, parce que ça, c'est terminé depuis 1971. C'est le président américain qui a mis fin à ça. Depuis qu'on a la fin de Bretton Woods en 1971, toutes les monnaies, entre guillemets, se valent les unes par rapport aux autres. Et du coup, les économies qui sont aujourd'hui prédominantes, évidemment, ont pris la main sur toutes les économies du monde, principalement le dollar avec les États-Unis. Si vous récupérez une monnaie qui n'est pas manipulable, et c'est le cas avec Bitcoin, et pas avec une autre crypto-monnaie qui serait créée entre des États africains ou autres, il y en a déjà une de monnaie qui n'est manipulée par personne, et c'est Bitcoin. Et bien du coup, ce qui deviendra important sont les éléments que vous mettez en avant, les matières premières. Si à un moment donné, vous avez une monnaie qui n'est pas manipulée, qui ne peut pas être imprimée comme ça autant qu'on en veut, eh bien forcément qu'à un moment donné, si nous avons besoin d'aller chercher de l'or, si nous avons besoin d'aller chercher du pétrole et que nous devons les payer en Bitcoin, nous ne pourrons pas créer des Bitcoins ex nihilo, ce n'est pas possible. Donc, nous devrons payer le prix de ces matières premières. Et à ce moment-là, les économies africaines, à mon avis, se mettront à prospérer. Monsieur André Christelle Fanga, quel défi majeur pour la RCA? Monsieur, vous posez encore quel défi majeur? Le défi majeur est là. On pose un pas après l'autre. On a posé le pas du défi sécuritaire. Maintenant, quand le défi sécuritaire est déjà résolu, vous savez, l'une des choses qui me fait rire en RCA, vous savez, l'Union européenne avait signé un contrat de formation des FACA. Et ils entraînaient les FACA avec les bâtons. L'Union européenne, leurs formateurs venaient entraîner les FACA avec les bâtons. Donc, pour eux, c'était que ça ne pouvait qu'être des chasseurs de souris.
Voilà ce que l'Union européenne nous apporte comme développement. Donc, si la RCA a réussi d'abord à relever le défi sécuritaire, c'est-à-dire avoir un bon partenaire avec des formateurs qui peuvent vous faire tenir une Kalachnikov neuve. Parce que l'une des choses aussi, pourquoi le pas économique aujourd'hui, pourquoi le pas de la crypto-monnaie? Parce qu'il faut acheter maintenant les armes. Il faut les acheter. Vous savez que la Centrafrique est en embargo depuis longtemps. Là, on continue à maintenir. On facilite. La MINUSMA, c'est la MINUSCA ou la MINUSCA en Centrafrique. On lui donne beaucoup d'argent, on lui donne les moyens, on lui donne tous les éléments. Mais la Centrafrique, elle qui est en proie au terrorisme, aux guerres civiles et tout le reste là, n'a pas possibilité d'avoir les armes dans l'Union européenne. Vous comprenez quelque chose à ça? Est-ce que c'est normal? Mais la MINUSCA qui est une organisation hors, qui ne défend pas les intérêts de la Centrafrique, plus que les Centrafricains, lui n'a pas les mêmes moyens, la Centrafrique n'a pas les mêmes moyens. Donc, pas à pas, le professeur Archange Touadéra, président de la République de Centrafrique, est en train de nettoyer, est en train de progresser de manière technique et sage. Et je crois qu'il se rapproche beaucoup de l'homme de Yaoundé, le sage. Parce que c'est la stratégie Paul Biassa, qui ne fait pas de bruit, mais qui pose un pas après l'autre. Qui pose un pas après l'autre. Parce que, quand nous regardons, contrat avec la Russie, de formation et tout le reste, l'armée centrafricaine, bien formée, bien aguerrie, les armes de pointe pour défendre son territoire. Aujourd'hui, crypto-monnaie, c'est-à-dire son économie, contrôle, sécurité, peut acheter où il veut, peut avoir son économie, peut investir quand il veut, comme il veut, sans que la France ne dise que non, vous savez, vous n'avez plus assez de réserves d'or. Hein? Vous n'avez, votre compte ici est un peu au rouge. Vous savez que quand vous pouvez avoir tous ces renseignements au niveau de la BEAC, vous allez retrouver que les économies, même de la sous-région, ces marques sont très faibles. C'est le Cameroun encore qui essaye de booster tous ces différents États-là, parce que c'est elle encore qui a le plus grand taux de réserve au niveau de la BEAC. Donc aujourd'hui, c'est un très grand pas. Et des révolutions, elles se posent de manière graduelle. Hein. Et quand vous regardez le comportement du professeur Archange Touadéra et des Centrafricains aujourd'hui, ils sont résolument tournés vers leur émergence. Et cette émergence-là commence avec des actes forts, des actes politiques forts. Et je pense qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, nous le constatons que le professeur Archange Touadéra continue dans cette logique-là, veut véritablement le développement. Quelqu'un qui veut faire de son pays quand même un pôle de référence au niveau de la CEMAC, parce que en réalité, quand vous regardez les ressources qu'il y a en RCA, vraiment, c'est incroyable que la RCA puisse être toujours dans ce taux de paupérisation, que la population centrafricaine puisse continuer à vivre dans ce seuil de pauvreté. C'est la même chose quand vous regardez dans des États comme le Niger, où l'uranium est puisé par Orano, et que le Niger est l'avant-dernier pays le plus pauvre, alors que la France s'enrichit au Niger grandement. Non, soyons sérieux, je pense qu'aujourd'hui, le professeur Archange Touadéra a posé encore un acte extrêmement fort, puissant et politiquement qui permet le développement de son pays et de la sous-région CEMAC, parce que ça sera effet domino, ce qui est sûr. Ça va, parce que la plupart des opérateurs économiques aussi qui sont basés en RCA aujourd'hui, la plupart viennent de la zone CEMAC. Donc, ils seront obligés d'entrer dans la même logique. Et vous voyez que si l'économie commence à tourner dans la crypto-monnaie, mais même les autres pays qui sont les voisins seront obligés d'adopter le système. Et ça va booster davantage les investissements. Monsieur Mandé, RCA, Bitcoin, une alternative au franc CFA selon vous? Moi, mon objectif, c'est qu'on parle plus du franc CFA. Ça, mon objectif. Moi, le problème véritable, c'est que ce soit franc CFA, que ce soit ECO, que ce soit, je sais pas. Mon problème, c'est que on ait la maîtrise de notre comptabilité publique, la maîtrise du trésor. C'est ça, la maîtrise de la... les propos du oui, Yamtiba a raison sur toute la ligne. Il a utilisé les bons mots, c'est-à-dire les mots même qui sont adaptés à l'économie. C'est la maîtrise du trésor public, c'est tout. En prenant l'exemple sur le Mali, on comprend. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Le Mali a près de 9 points d'or qui sont riches, des filons. Mais
Quand le Mali vend, ça part où? Depuis 60 ans. Ça prend le tour, ça va rester à Paris. Tout l'argent va rester à Paris. Oh, quand vous regardez le budget du Mali, c'est 2500, 2800 milliards de francs CFA. dans CFA. Alors que rien que l'or, avec l'or, les gars vivraient très bien. Donc vous comprenez que le grand mensonge du franc CFA, c'est fini. La contraction, à partir du moment où on peut maîtriser notre économie, on peut maîtriser les leviers de notre économie, mais c'est une bouffée d'oxygène incroyable. Et remarquez un pays comme la Centrafrique, si riche en or, en diamants, en cobalt, vous voyez toutes les zones de non-droit, tous les bandits qui arrivent en Centrafrique parce qu'ils veulent contrôler l'économie centrafricaine. Alors, à chaque fois que le chef de l'État centrafricain essaye de faire bouger les choses, vous savez, on lui a opposé le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley dit que essaye de protéger, c'est-à-dire c'est une sorte de traçabilité sur les diamants. On vous dit qu'on ne veut pas les diamants du sang, c'est-à-dire les zones où de violence, les diamants ne doivent pas être extraits de là-bas. Mais ces gars sont très malins, ils viennent en Centrafrique, ils créent ils arment des brigands, s'emparent des territoires entiers en Centrafrique, se mettent à creuser l'or, les diamants, le cobalt, et préportent ça dans les avions, amènent ça dans les zones qui ne sont pas des zones de guerre. Et là-bas, ils portent pour aller vendre à Anvers, pour aller vendre sur les grandes places de change des minéraux. Donc, eux, ils s'enrichissent. Pendant ce temps, la Centrafrique, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la route. Les enfants ne vont pas à l'école. Je pense que c'est une mesure courageuse. Le chef de l'État, en essayant de reprendre la main sur l'économie, prend une décision qui est forte, qui est salutaire, une décision qui doit être encouragée parce qu'elle est le symbole de la souveraineté de ce pays. Et tous les pays africains, je dis bien tous les pays africains de l'espace francophone, dit francophone, vivent ce calvaire et devraient tout faire pour s'en sortir. Imaginez-vous, à chaque fois que vous procédez à une vente à l'étranger, on vous retient de l'argent. Mais comment peut-on alors ça faire pour s'en sortir? La crise qui arrive va nous le démontrer. Ces gens, quand ils sauront que l'euro est en... Parce que là, ils prennent des mesures palliatives. Mais ces mesures palliatives ne vont pas résister. Quand ils sauront que leur économie est KO, parce que si l'Allemagne commence déjà à présenter des signes d'essoufflement, c'est que toute l'économie en Europe est KO. Donc, vous vous imaginez, et si l'Allemagne est KO, ils vont dire aux Français, vous voyez, ils veulent d'abord fuir le Mali. Ils sont déjà en train de fuir le Mali. Au Mali, là-bas. Maintenant, là-bas en Europe, ils vont dire aux Français, débrouillez-vous avec vos bagages que vous avez là, les Africains, là, parce que on va vous les remettre. Et ça, je vous dis, d'ici 10 ans, moi j'ai lu une analyse qui m'a vraiment plu, d'ici 10 ans, il n'y aura plus d'euros. Devant la forte poussée dans les États, les fortes poussées populaires ultranationalistes, chaque pays va reprendre son autonomie financière. Parce que l'euro va rester un vœu pieux qui n'aura favorisé que certains bandits. Il y a beaucoup de gens en Allemagne, il y a une opinion déjà très forte, qui dit qu'ils ne peuvent pas être la locomotive de wagons troués. Donc, à un certain moment, ils vont dire aux autres, vraiment débrouillez-vous avec vos choses-là. Et qu'est-ce que la France va faire? La mesure qu'elle nous a appliquée en 92, elle va la refaire. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais actionner le mécanisme de garantie du franc CFA lorsque nous sommes en difficulté. Elle va nous dire quoi? Allez au FMI, allez à la Banque mondiale, allez dans toutes les institutions internationales où vous détenez des droits de tirage spéciaux, allez les pomper, les siphonner pour vous en sortir. Sinon, c'est la dévaluation. Et ça, les États africains ne comprennent pas qu'ils vont droit vers une nouvelle dévaluation. Il n'y a rien à faire. Ça, je vous assure, on n'y a rien à faire. Je ne sais pas ce qui peut nous sauver d'une dévaluation prochaine. Dans les 5, je ne sais pas, quand je dis les 5 ans, je dis dans les 2 ans qui viennent. Je ne sais pas. Si on ne reprend pas en main
notre trésor public, on ne reprend pas en main la commande publique, on ne reprend pas en main nos choix souverains, mais je vous assure, je ne sais pas ce qui peut nous sauver. Le franc CFA, c'est le diable. Le franc CFA nous a largement prouvé son incapacité à développer nos économies. Ces mécanismes sont des mécanismes répressifs de l'économie. Ces mécanismes ne favorisent guère le développement. Vous voyez le système bancaire qui est adossé sur ce franc CFA. Mais c'est un système, ce n'est même pas un système déliquescent, c'est un système mortifère. C'est un système mortifère. Donc, il est, plus que jamais, il est urgent que, d'ailleurs, nos chefs d'État n'ont même pas le choix. Les populations sont tellement jeunes dans des pays, dans tous ces pays. On est à 85% de population, des gars qui ont moins de 25 ans. Hein. Et chaque jour, malgré les rodomontades de gens comme Sarkozy, les Africains ne font que des enfants. Donc, la jeunesse va piaffer d'impatience et va dire à ces gens, nous on est fatigués de vous. Donc, il y a la seule chose qui puisse nous faire revenir sur le droit chemin, c'est de reprendre notre souveraineté comptable, la souveraineté de notre argent, la souveraineté de notre économie. Et il n'y a pas d'autre choix que d'abandonner le franc CFA. Merci, M. Mandé, pour votre intervention. Un mot, s'il vous plaît, M. Emmanuel Haro. RCA, Bitcoin, une alternative au franc CFA, selon vous? En quelques mots, s'il vous plaît, M. Emmanuel Haro. Oui, il y a un léger décalage avec la France. Et évidemment que c'est une alternative au franc CFA. Il y a tout à l'heure, je ne sais plus qui a rebondi du coup sur mes déclarations, mais je ne suis pas un économiste à la base, je suis un scientifique. Je me suis intéressé à l'économie lorsque j'ai découvert Bitcoin et les crypto-monnaies. Et c'est à ce moment-là que je découvre que Paris a encore la main sur le franc CFA. Évidemment que les dirigeants français, les politiques, etc., le savent. Mais moi, je suis un simple citoyen. J'étais simplement scientifique à la base. Et lorsque j'ai découvert ça, j'ai d'ailleurs fait un article sur le réseau social LinkedIn là-dessus, où j'indiquais que effectivement, il faut que les pays africains sortent du franc CFA. Moi, c'est une conviction vraiment très personnelle là-dessus. Je pense que tant que les pays africains resteront sous le franc CFA, alors ils ne pourront pas se développer correctement. Mais l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, à mon avis, c'est d'essayer de chercher de faire une autre monnaie. Parce que, une personne l'a dit tout à l'heure, les pays riches se débrouilleront par tous les moyens pour, de toute façon, continuer d'imposer leur hégémonie sur cette nouvelle monnaie. Donc, la seule façon que je vois aujourd'hui, c'est d'utiliser une monnaie sur laquelle ils n'ont pas la main. Et je vais vous dire, il y a plein de citoyens aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de spéculation sur Bitcoin et les crypto-monnaies, il y a plein de gens qui commencent à comprendre, même en Occident, qu'utiliser Bitcoin, c'est récupérer sa propre liberté financière. Vous avez un problème en Afrique avec la liberté financière à l'international. Nous avons exactement la même problématique au sein même des pays. C'est-à-dire que quand on a notre argent dans nos banques, eh bien notre argent ne nous appartient pas. Moi, j'ai eu des comptes qui ont parfois des virements qui ont été bloqués parce que la banque ne voulait pas que du coup j'achète telle ou telle chose. Eh bien, la crypto-monnaie, Bitcoin en l'occurrence, permet de récupérer cette liberté financière. Et à mon avis, la liberté financière que chaque individu peut récupérer sur son argent, je pense que les pays d'Afrique peuvent également le récupérer. Je voudrais juste rebondir aussi sur le blanchiment, qui est une des critiques qu'on fait très souvent sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Sachez que les critiques de blanchiment qui sont faites ont été principalement lancées par les banquiers centraux, les banques et les gouvernements, qui détiennent aujourd'hui le pouvoir de la création monétaire, qui, au passage, est le pouvoir le plus puissant au monde, les médias étant le deuxième. Le blanchiment, il est prouvé que dans les crypto-monnaies, nous ne sommes qu'à 0,16% en pourcentage de transactions illicites et de blanchiment. 0,16%.
alors que dans les monnaies fiat, que sont le dollar, l'euro, etc., nous sommes entre 2 et 5%. Faire du blanchiment avec Bitcoin, c'est comme si vous étiez un voleur qui rentrait dans une maison et qui, avant de rentrer dans cette maison, mettait ses mains dans des pots de peinture. Les gens qui vont utiliser Bitcoin vont laisser des traces partout. Parce que, comme l'a dit l'un de vos confrères tout à l'heure, tout est traçable au sein du registre Bitcoin. Toutes les transactions sont tracées et immuables. C'est une des raisons pour lesquelles la CIA aujourd'hui travaille avec une entreprise qui s'appelle Chainalysis pour justement remonter à chaque fois toutes les transactions qui ont été suspectes ou frauduleuses. Donc, il est complètement ridicule de parler de blanchiment au sein des crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut surtout dire qu'on a aujourd'hui les outils et les capacités pour remonter ces réseaux-là, pour pouvoir les démonter. Et c'est la raison pour laquelle les activités illicites sur les crypto-monnaies, en pourcentage, n'arrêtent pas de diminuer d'année en année. Donc, c'est un faux problème, et c'est un problème qui est brandi aujourd'hui par les banquiers centraux, les États, les gouvernements, parce qu'ils ne veulent pas perdre la main sur la création monétaire. Or, Bitcoin leur enlève cette création monétaire. Vous êtes ingénieur français, mais surtout consultant en crypto-monnaie. Professeur Nicolas Arbou, en quelques mots simplement, RCA, Bitcoin, une alternative au franc CFA? En quelques mots, s'il vous plaît. Merci. Et je dirais personnellement en conclusion que le président de la RCA a tout l'avenir devant lui. Après avoir tourné dos à l'ennemi sempiternel, c'est-à-dire la France, sur le plan militaire. Et je sais qu'il est conscient lui-même qu'il s'attend à des représailles de la France. La France et ses alliés. C'est pourquoi, quand bien même il aurait fait un pas sur le Bitcoin avec les avantages de cette monnaie dite internationale, qui lui demande avec insistance de se tourner, de s'unir au Mali, à la Guinée, Conakry et au Burkina Faso, pour que ces deux pays-là puissent asseoir solidement la base de la monnaie unique africaine. Et ces pays-là ont les moyens puissants pour garantir la monnaie unique africaine. L'or, le diamant, tout ça. Et je termine en disant qu'il y a 4 solutions salvatrices de l'Afrique, à savoir 1. La monnaie unique africaine. 2. L'industrialisation des économies africaines, c'est-à-dire la transformation de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et la 3e solution, ce sont les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, nous assistons à la formation des grands blocs, que ce soit l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, qui regroupe les 50 États-Unis d'Afrique et d'Amérique, le Canada et le Mexique. Tout le groupe qui reste au sud, ça forme le Mercosur. Au niveau de l'Union européenne, ils sont aujourd'hui 27 pays. Entre l'Union européenne, autrement dit entre l'Europe et l'Afrique, c'est 14 km. Ce sont nos premiers partenaires. Tout le reste, en Asie, nous avons la Grande Chine qui s'unit à l'ASEAN, c'est-à-dire Association des États de l'Asie du Sud-Est, les 10 pays. Et maintenant, ils ont formé une plus grande zone. Ils ont ajouté la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, etc. Ils sont 15 pays et ils produisent à eux seuls 30% de la richesse mondiale contre
19% de la richesse mondiale produite par les 27 pays de l'Union européenne. Face à la formation de ces grands blocs, l'Afrique n'a pas d'autre choix que de s'unir. Et j'ai dit il n'y a pas longtemps qu'en Suisse, il y avait 860 monnaies différentes. Et les députés suisses et les parlementaires ont mis fin à cette pagaille monétaire. Donc, et ils ont créé le franc suisse, géré avec une extrême rigueur, au point que la Suisse est devenue le centre d'attraction de l'épargne mondiale. Ce que nous demandons à ces jeunes présidents, notamment le président centrafricain, le jeune Assimi Goïta, et tous les autres, ils sont jeunes. C'est le moment de marquer de façon positive l'histoire de l'Afrique. Et les solutions, les vraies, c'est ce que je viens de citer. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres solutions sont des solutions dites alternatives, etc., qui sont là pour retarder l'Afrique. L'Afrique a tout, non seulement pour améliorer son sort, mais j'insiste, pour reprendre, et j'insiste sur le mot, reprendre la direction du monde comme elle l'a déjà fait pendant des millénaires avant d'être renversée. C'est la même Afrique. C'est ce qui nous amènera à faire la quatrième solution que nous appelons la solution anthropologique, c'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique. Donc, je souhaite un courage énorme au président centrafricain de dire c'est le moment, c'est l'occasion unique, j'insiste sur le mot unique, parce que aujourd'hui, la Russie est en conflit ouvert avec l'Occident. Il faut profiter de cela pour justement asseoir les bases consistantes de la reconstruction de l'Afrique. Car ça fait plus de 5 siècles d'humiliation que nous subissons. Et comme nous sommes faibles et que nous sommes atomisés, séparés les uns des autres, on vient, on frappe l'un d'entre nous et il n'y a rien. C'est ce qu'on a vu tout récemment avec la Côte d'Ivoire. La France est venue bombarder le palais présidentiel de Gbagbo. La France a tué des millions et des milliers de personnes et il n'y a rien. Mais rien. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Nous sommes atomisés. Donc, c'est un appel vibrant que je lance au président Touadéra, pour dire de mieux réfléchir et aller vers le Mali, j'insiste. Le Mali qui est le berceau des RDA. Les RDA avaient cette vision panafricaniste. Et des gens comme les Houphouët-Boigny et tant d'autres, qu'on appelle le groupe de Morovia, ont pu démanteler au profit de l'ennemi sempiternel. Et c'est dans ça que nous sommes. Merci infiniment, professeur Nicolas Arbou. Vous êtes écrivain-chercheur, professeur en sciences économiques, auteur du livre « Le franc et l'euro contre l'Afrique ». Merci infiniment d'avoir trouvé un peu de temps au regard de votre agenda assez saturé pour répondre ou alors pour décrypter l'actualité en République centrafricaine. Merci infiniment pour votre participation dans le cadre de cette première thématique. Merci également à Emmanuel Haro qui est ingénieur, consultant en crypto-monnaie pour sa participation dans le cadre de cette actualité. J'y arrive finalement concernant la République centrafricaine.